Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le marché caché d'Édimbourg. Oserez-vous échanger votre chair? Avez-vous déjà visité Édimbourg? C'est une ville magnifique, quelle que soit la période de l'année. Le château qui trône au centre de la ville est impressionnant, car il domine les environs depuis le mont. Les pics et les vallées du territoire ont donné naissance à une ville qui s'inscrit dans le paysage. Les rues qui l'entourent peuvent être escarpées, et les nombreuses ruelles tentaculaires le sont encore plus. C'est ici que se trouve Flesh Market Close, ou le marché de la chair. On pourrait le confondre avec n'importe quelle autre chaussée sombre de la ville. Le marché se trouve au milieu des boutiques et des pièges à touristes, relativement peu menaçants, et il peut être utilisé comme raccourci pour descendre à la gare si vous êtes pressé. Le nom Flesh Market Close a été justifié par certains qui soulignent que les marchés de la chair étaient un terme local pour désigner les bouchers, et par d'autres qui suggèrent qu'il s'agit d'un lieu de rencontre de femmes de la première vocation. Ces affirmations sont erronées. Il y a bien un marché de proximité, d'où le mot close, mais la chair n'est pas le produit. C'est la monnaie. Le marché est ouvert du crépuscule à l'aube, et le droit d'entrée est une bouchée de votre propre sang. Préparez un verre et avancez dans l'allée. À mi-chemin, buvez une gorgée du verre et crachez-le contre le mur. Le sang bouillonnera et se répandra sur le mur, coagulant en une croûte durcie. Celle-ci commencera alors à s'écailler et à s'éparpiller. Une porte plutôt anticlimatique sera révélée en dessous. Franchir la porte est désorientant, car la logique vous dit que vous entrez dans un bâtiment. L'espace dans lequel vous pénétrez n'a pas de mur et les ténèbres en enveloppent les bords. C'est à la pénombre que sont installés un certain nombre d'étals tenus par des individus qui ressemblent à des marchands du monde entier, et qu'il s'agisse de marchands arabes, d'épiciers cockneys ou d'escrocs new-yorkais, tous leurs vêtements sont éclaboussés de sang et d'abats. Ces personnages vous inciteront à venir leur parler et vous indiqueront d'un geste de la main de nombreux panneaux autour de leurs étals concernant les ventes qu'ils sont en train de réaliser. Lorsque vous vous approcherez de l'un d'entre eux, ils commenceront à vous pousser à conclure un marché avec eux. Vous êtes certainement le bienvenu, et les produits disponibles valent certainement la peine d'être pris en considération. En commençant par l'extrémité la moins chère de la gamme, vous pouvez offrir une bouffée d'air. Une bouffée d'air vous permettra de connaître le temps qu'il fera le lendemain. En soi, il s'agit d'un achat plutôt inutile à l'heure des smartphones et du Met Office, mais il y a des siècles, il s'agissait d'un bien inestimable. Si vous acceptez cette offre, le vendeur vous tendra la main en l'aplatissant, puis la saisira rapidement pour la transformer en poing. L'air sera littéralement volé à vos poumons, et vous aurez quelques instants de halètement pour reprendre votre souffle. D'ailleurs, êtes-vous attaché à vos doigts? À quel point? Y avez-vous déjà réfléchi? Pensez-vous pouvoir vous passer de votre petit doigt? Cette vente vous permettra d'obtenir le pardon instantané de la personne de votre choix pour les torts que vous avez pu lui causer. Si vous acceptez cette offre, le commerçant grimacera et s'écriera « Un Yubitsume spécial, c'est pour tout de suite !» Vous savez, Yubitsume, quand les Yakuza se coupent le doigt pour s'excuser d'un péché. Le vendeur s'élancera alors vers vous et vous saisira le poignet, le plaquant contre la table. Ne résistez pas, car personne n'aime les ventes difficiles. Un éclair d'acier et vous serez à moins un chiffre. N'oubliez pas que vous ne pouvez payer que 2 fois. Ne vous y trompez pas, cela va faire très mal. Il y aura probablement beaucoup de sang, et si vous ne prenez pas soin de la blessure, elle pourrait même s'infecter. À mesure que le prix augmente, vous pouvez envisager de prendre des précautions concernant ce que vous échangez. Des garrots et des sutures ne seraient certainement pas de trop. Certains de ces échanges vous sembleront familiers,
et vous rappelleront peut-être des histoires et des légendes qui existent depuis des millénaires. C'est l'influence du marché sur notre culture qui s'est infiltrée au fil des siècles. Une livre de chair empêchera la prochaine personne avec laquelle vous ferez un échange de revenir sur le marché. Elle est particulièrement utile si vous n'avez pas confiance en vos fréquentations. Elle n'est d'aucune utilité sur le marché car tous les marchands sont dignes de confiance et honoreront leurs achats à la lettre et à l'esprit. Mieux vaut attendre la fin de la transaction. Et que diriez-vous d'un de vos yeux ? La perception de la profondeur est de toute façon surestimée. En offrant l'un de vos yeux, vous pourriez converser avec nos amis les oiseaux. Vous pourrez appeler les oiseaux depuis les arbres et ils pourront répondre à toutes vos questions. Il est conseillé d'éviter les corbeaux. Ils ont leur propre agenda et ce n'est pas dans votre intérêt. Le vendeur vous saisira à la gorge et introduira lentement ses doigts dans la prise. Un coup de poignet et votre organe visuel reposera dans sa paume. Un autre claquement et il disparaîtra. C'est à ce stade que vous pouvez envisager de prendre des mesures plus strictes pour assurer votre survie. Dans ce petit monde étrange qui est le nôtre, le marché est loin d'être le plus étrange. Il existe des artefacts et des incantations qui permettent au corps de continuer à fonctionner bien au-delà du moment où l'on quitte le corps d'un mortel. On peut en trouver un ou deux ici, mais peu de gens sont prêts à vivre sans leurs organes sexuels. Il semble que l'éternité soit un peu plus froide sans la possibilité de s'envoyer en l'air. Je n'entrerai pas dans les détails de la manière dont ils sont pris, mais je me contenterai de dire que c'est vraiment désagréable et salissant. À ce stade, les prix deviennent un peu plus vitaux. Que prendriez-vous pour votre estomac ? Dans ce cas, cela vous donnerait la capacité de comprendre les désirs de n'importe quelle personne à qui vous parlez. Pendant que vous conversez avec eux, votre esprit sera rempli des images de ce qu'ils convoitent le plus. C'est un avantage considérable pour tout vendeur en herbe, et le marché a été accepté par plusieurs des vendeurs eux-mêmes. D'aucuns diront qu'un tel cadeau conviendrait mieux, d'un point de vue poétique, au cœur. Mais ce muscle vasculaire fait partie d'un tout autre marché. En troquant votre cœur, vous pouvez garantir le bonheur de n'importe quel individu pour le reste de sa vie, quelle qu'en soit la durée. L'ablation de ce type d'organe peut être très douloureuse, mais les marchands vous laisseront un moment pour vous préparer avant de produire une lame courte et tranchante. Un coup pratiqué plus tard, ils creuseront dans vos tissus. Ils sont d'une précision infaillible et d'une propreté qui n'a rien à envier à celle d'un chirurgien. Dans certains pays, il est admis qu'une fois l'affaire conclue, l'acheteur peut avoir des doutes et vouloir faire marche arrière. Ce n'est pas le cas ici. La majeure partie du contrat est laissée en suspens, mais on attend de vous que vous ayez fait vos recherches. Les clauses de rachat sont un véritable fléau. Si la majeure partie du corps peut être mise sur la table, il y a des limites. Le cerveau est le siège de la sensibilité et ne peut pas être entièrement placé. En fait, je dis bien entièrement, car un individu a proposé de lobotomiser la partie du cerveau qui contient la mémoire dans le cadre du marché. Le problème, c'est qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a reçu en échange. J'ai même entendu dire qu'il avait souffert de terreurs nocturnes jusqu'à la fin de ses jours. Je voudrais maintenant vous mettre en garde. Jusqu'à présent, j'ai détaillé la liste des prix pour les parties de votre propre corps. Quoi que vous fassiez, n'essayez pas d'acheter quoi que ce soit sur le marché avec les organes d'un autre. Tous les personnages du marché s'arrêteront et vous dévisageront. Et celui que vous avez tenté d'escroquer s'écriera « Ce n'est pas à vous d'échanger !» Quelle que soit la chose que vous ayez essayé de troquer, cette partie du corps vous sera retirée en guise de punition. Un œil pour un œil, au sens littéral du terme. Quelles que soient les perspectives théologiques auxquelles vous adhérez, offrir votre propre âme aboutira au même résultat. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer cette réponse.
Mais la réponse honnête est que nous ne savons tout simplement pas. Le marché du sang et des os existe depuis que la civilisation existe, même si l'entrée s'est déplacée d'une ville à l'autre. Nombreux sont ceux qui s'y sont rendus et ont serré la main à des bouchers, mais ils ne sont pas aussi nombreux à l'avoir récupéré. Un homme intelligent se demanderait comment il se fait que ces individus soient capables d'honorer les marchés qu'ils négocient. Un homme plus intelligent se demanderait pourquoi les parties de son corps ont une telle valeur dans cette économie. Il suffit de comprendre qu'il s'agit de l'offre et de la demande. Et tant qu'il y aura des imbéciles prêts à fournir, vous ne devriez pas avoir à vous préoccuper de savoir qui fait la demande. Mon père me punissait quand je parlais aux fantômes. Je suis aveugle depuis ma naissance. En grandissant, tout m'a été décrit avec tant de détails que je n'ai même pas compris pourquoi il était si important de voir, surtout si je n'avais pas de point de référence pour comparer. Nous vivions dans une maison de plain-pied, c'est ce que m'a dit mon père. Dans mon esprit, bien sûr, je pouvais voir, mais pas de la même manière qu'une personne voyante. J'avais une conscience spatiale. Je savais où se trouvait ma chambre, la salle de bain, le salon et la cuisine. Chaque mur avait sa propre texture. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou si je pouvais sentir des choses que d'autres ne remarquaient pas. Je tombais rarement. Seulement si mon père ou l'un des visiteurs mettait quelque chose là où il n'aurait pas dû. C'étaient généralement les visiteurs et mon père criait. Il venait peu souvent et seulement brièvement lorsqu'il venait. Mon père disait que je ne devais pas leur parler, que cela les perturbait et que cela le perturbait encore plus. Il s'inquiétait quand je voyais quelque chose qu'il ne voyait pas, que je le voyais par exemple avec mes oreilles ou au toucher. Émilie fut la première. Elle semblait très gentille. Elle m'a demandé mon nom et pourquoi mon visage était si abîmé. Elle était dans le salon. Je pouvais entendre où elle était assise grâce à sa respiration. Des bruits nasaux durs, comme si son nez était bouché. Lorsque mon père était enrhumé, il respirait toujours par la bouche, de grandes bouffées d'air, comme s'il n'en avait pas l'habitude. Lorsque les gens parlaient de mon visage, je le touchais toujours, essayant de comprendre pourquoi il leur paraissait si étrange. Lorsque je demandais si je pouvais toucher le leur, il y avait toujours une pause. Je suppose que les voyants ne font jamais ça. Pourquoi en aurait-il besoin, je suppose ? Lorsque j'ai demandé à Émilie si je pouvais toucher son visage, elle a accepté à contre-cœur. Mais quelques instants plus tard, mon père est entré dans la pièce et m'a demandé à qui je parlais. Je lui ai dit « personne ». Il me punissait toujours quand je parlais d'eux. Je pense que cela lui faisait peur. Il me prenait le bras et me faisait marcher. J'étais déséquilibré, désorienté, à quel point que lorsqu'il me posait enfin à terre, mes mains cherchaient frénétiquement autour de moi jusqu'à ce que je sache où je me trouvais. C'était généralement ma chambre, mais de temps en temps, il me laissait dehors au milieu de nulle part. C'était le pire. Je me perdais et j'avais peur. Il me parlait de la route qui passait devant la maison et m'expliquait que les bruits que j'entendais étaient ceux des voitures, qu'elles me tueraient si elles me touchaient. Ces bruits étaient mon seul moyen de reconnaître mon environnement. J'attendais d'en entendre une, et je savais alors de quel côté courir pour retourner à la maison. J'ai entendu Émilie ce soir-là. Elle m'a chuchoté qu'elle avait peur. Je lui ai répondu en chuchotant, mais elle ne m'a pas entendu. J'ai demandé à mon père ce qu'il en était d'Émilie. Il ne voulait pas en parler. Je lui ai demandé pourquoi. Il n'a pas répondu. Quand je lui ai dit qu'elle avait posé des questions sur mon visage, il m'a demandé comment j'avais réagi. Je lui ai dit que je voulais toucher le sien. Il a ri, mais je savais qu'il n'était pas content. Je pouvais entendre la différence. Lorsque vous riez pour le plaisir, votre bouche est ouverte. Quand on fait semblant, par contre, la bouche est presque fermée. Pour moi, la différence est évidente. Ce n'est lorsque j'ai été plus âgé qu'il m'a expliqué.
Il m'a dit que nous vivions dans un endroit spécial relié à l'autre monde. Parfois, des personnes décédées s'y glissent, des personnes qui sont mortes dans la douleur et qui veulent rejoindre les vivants. Il m'a expliqué que comme je ne pouvais pas voir, j'étais capable de me mettre à l'écoute. Il savait que j'écoutais alors que d'autres ne le faisaient plus. Il m'a dit que je devais les ignorer. Sinon, ils s'accrocheraient à moi et ne me quitteraient plus. Tout ce que les morts veulent, c'est redevenir vivants, disait-il. C'était dangereux et ils me piégeraient. Il m'a dit qu'il savait comment s'y prendre avec eux, mais qu'il ne pouvait rien faire s'ils s'attachaient à moi. Alexia, elle, m'est apparue quelques années plus tard. Elle m'a dit qu'elle était perdue et qu'elle ne savait pas où elle était. Je lui ai tout simplement dit que je n'avais pas le droit de lui parler. Pourtant, elle m'a demandé de l'aide. J'ai gardé le silence, sachant ce qui se passerait si je disais quoi que ce soit. « Tu leur as parlé ?» m'a demandé mon père. Bien que je sois bouleversé, je lui ai répondu que non. J'aurais aimé pouvoir les aider. Je savais ce que c'était que d'être perdu, et cela me faisait peur. Alexia ne m'a pas du tout chuchoté. Je l'ai ignorée et elle m'a ignoré. Mon père m'a sauvé et je lui en suis reconnaissant. Après Alexia, j'ai su ce que je devais faire, et je l'ai fait. Les esprits ont cessé de me déranger après ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que Sarah apparaisse. Sarah ne m'a pas laissé le temps de me taire. J'étais seul, assis dans le salon et j'écoutais la télévision. Sarah m'a demandé de l'aide. « Je dois trouver un moyen de sortir, me disait-elle. Moi, je suis resté silencieux. Elle me disait « Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Vous m'entendez, n'est-ce pas ?» Et je lui ai répondu « Je n'ai pas le droit de te parler. »« s'il te plaît, a-t-elle supplié. J'ai peur, je suis perdu, je veux voir mon papa. » J'ai serré les bras du fauteuil et je lui ai dit que je n'avais pas le droit de lui parler. « Il est mort, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle a répété « Ton père est mort !» Je n'allais pas me laisser faire. J'ai entendu des coups autour de la pièce. Des objets ont commencé à voler et les étagères ont commencé à trembler. « Arrête !» j'ai crié. Et c'est ce qui s'est passé. « S'il te plaît, aide-moi à partir !» a-t-elle dit. Je n'allais pas lui parler. J'ai fait la seule chose qui pouvait l'aider. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, espérant qu'elle sortirait en courant et se perdrait comme je l'aurais fait. Comme je n'ai plus eu de nouvelles d'elle, j'ai fermé la porte à clé et je me suis rassis. J'ai écouté attentivement pour voir si elle était encore là. À l'exception du son de la télévision, le silence régnait. Je détestais que mon cœur s'emballe. Je n'étais que trop conscient de la sensation de tic-tac, de la montée et de la descente de ma poitrine, comme si elle était sur le point d'exploser. Lorsque j'ai entendu la voix de mon père, j'ai crié. « Fils, dit-il, j'ai besoin de ton aide. Je crois que je suis en train de mourir. » J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Je n'ai pas parlé. S'il mourait, il ne me quitterait jamais. Au lieu de ça, j'ai couru à l'air libre et j'ai crié à l'aide. J'ai crié jusqu'à ce que ma voix soit rauque. J'ai entendu le bruit des voitures qui roulaient sur la route devant ma maison. J'ai crié jusqu'à ce que j'entende quelqu'un répondre. C'était une femme. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai dit que je pensais que mon père était en train de mourir. La femme m'a demandé ce qui était arrivé à mon visage. J'ai supplié à la dame de m'aider et elle m'a promis de le faire. Je me suis assis sur l'herbe et j'ai attendu. Un peu plus tard, la femme est revenue vers moi et m'a demandé si elle pouvait me tenir la main. « Je suis vraiment désolé, » m'a-t-elle dit. J'ai entendu le bruit des sirènes et des gens qui se précipitaient. J'ai demandé ce qui se passait. La femme m'a dit qu'elle était là pour moi. Lorsque le bruit s'est calmé, un homme m'a posé une question. Il m'a dit « Je suis secouriste. Qu'est-il arrivé à ton visage ?» Je lui ai dit que j'allais bien. Il m'a demandé si j'étais sûr de moi et je lui ai répondu que oui. Il m'a demandé si cela me dérangeait qu'il touche mon visage. J'ai dit que c'était bon. Un instant plus tard, j'ai senti une pression se relâcher autour de mon front et l'air semblait froid contre ma peau. J'ai eu l'impression qu'il épluchait une orange.
J'ai imaginé cela dans ma tête et j'ai craint qu'il n'expose mes entrailles. J'ai crié, j'ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit que tout irait bien et la femme m'a serré la main en me disant d'être courageuse. Je ne savais pas ce que je ressentais. J'ai senti une douleur aiguë dans la tête, comme lorsqu'on se cogne le tibia contre quelque chose de dur, suivi de quelque chose que j'ai fini par qualifier de lumineux. Cela m'a fait très mal. J'ai commencé à pleurer. L'ambulancier m'a demandé ce qui était arrivé à mes yeux. J'ai dit que j'étais aveugle. Il a demandé à les examiner. La douleur est revenue quand il les a examinés. L'homme a demandé à la femme qui m'avait aidé si elle me connaissait. Elle lui a répondu que j'avais crié à l'aide et qu'elle m'avait porté secours, mais qu'elle ne m'avait jamais rencontré auparavant. Il m'a demandé « Depuis combien de temps as-tu cette blessure à l'œil ?» Je lui ai répondu que j'étais aveugle de naissance. Il m'a demandé si je voyais ses doigts. Je lui ai répondu que non. Il m'a demandé si je pouvais ouvrir les yeux. J'ai répondu que je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Il m'a demandé s'il pouvait les ouvrir pour moi. Je n'ai pas répondu. Puis j'ai senti ses doigts sur mon visage, des doigts recouverts de quelque chose de caoutchouteux. Soudain, il est redevenu lumineux. J'ai hurlé. Il a essayé de me calmer. La femme a de nouveau serré ma main. Je ne savais pas ce qui se passait. Des choses que je ne pouvais pas décrire me sont venues à l'esprit. C'était comme d'habitude, mais multiplié par 100, et tellement plus réel. J'ai continué à crier, alors qu'une forme floue est apparue. « Respire, d'accord ?» dit l'ambulancier. « Tout va bien se passer. Quand as-tu vu pour la dernière fois ?» Alors que mon cœur commençait à se calmer et que ma respiration ralentissait, je me suis laissé distraire par ce que je vivais. Cela m'a submergé. J'avais envie de pleurer et je l'ai fait. Il m'a redemandé « Combien de temps ? Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ?»« Je n'ai jamais rien vu auparavant, » lui ai-je dit. On m'a dit de garder un masque pour les yeux pendant la majeure partie de la journée et de ne l'enlever que le soir au début, pour que mes yeux aient le temps de s'adapter. Au même moment, j'ai été placé sous la garde de mon oncle et de ma tante, sans même le savoir au début. Ils étaient choqués par ce qui m'était arrivé et par le fait que je n'avais jamais été à l'école. Pour être franc, ces dernières années ont été des montagnes russes. Les médecins m'ont dit que je n'aurais peut-être jamais une vision parfaite, mais le peu que j'ai est une bénédiction, et je prendrai ce que je peux avoir. Je n'ai appris à lire et à écrire que récemment, alors je m'excuse si mon français n'est pas très bon. C'est le mieux que je puisse faire. J'ai demandé à ma tante ce qui était arrivé à mon père, mais tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il était mort d'une crise cardiaque. J'ai demandé quel genre d'homme il était. Elle a dit que c'était son frère et qu'elle l'aimerait quoi qu'il arrive. Mon oncle ne veut pas du tout parler de lui. Il a l'air de le mépriser. Je n'arrive pas à croire qu'une telle chose existe. Après avoir été si seul pendant si longtemps, je peux parler à qui je veux, quand je veux, même si je me méfie. Après tout, comment puis-je savoir si mon interlocuteur est en vie ? Personne ne semble partager les inquiétudes de mon père à ce sujet. Aujourd'hui, j'étais sur un forum où l'on discutait du monde des esprits. J'étais si heureux de trouver des gens avec qui je pouvais m'identifier, et quelqu'un, curieux de mon nom d'utilisateur, m'a envoyé un lien vers un article sur un site internet consacré à la criminalité réelle. L'article parlait de mon père et me citait nommément. On m'a demandé qui j'étais et si j'étais la même personne. D'après l'article, ma mère avait disparu peu après ma naissance. L'article disait que j'avais été ligoté pour ne pas voir, que mon père avait toujours voulu avoir une fille. Ils ont trouvé 14 corps dans le sous-sol. Ils ont dit que l'un d'entre eux s'était échappé, une fille du nom de Sarah. C'est elle qui a appelé la police. Ils ont trouvé la voiture de mon père garée à l'arrière de la maison. Ils ont supposé qu'il avait transporté ses victimes dans la cave par l'entrée des eaux pluviales et qu'il les avait laissées là. Sarah avait réussi à s'enfuir après avoir accepté d'être sa fille à l'issue de 4 jours de torture soutenue. Elle l'a poignardé avec un couteau qu'il avait posé sur le comptoir pour beurrer des toasts. Je ne voulais pas y croire, et je ne suis pas sûr que je l'aurais fait
s'il n'y avait pas eu les noms des victimes, dont deux ressortent, Émilie et Alexia. Je leur avais parlé à toutes les deux dans le salon. Aujourd'hui encore, je me demande si mon père a été honnête avec moi sur un seul point de sa vie. À travers tout cela, une question demeure au-dessus de toutes les autres. Ai-je parlé à Émilie et Alexia avant ou après qu'ils les aient tués ? Le dernier homme sur Terre. L'humanité est détruite depuis longtemps, décimée par son propre ego et sa soif de pouvoir, alimentée par l'ignorance de l'homme. Je plains ceux qui ont cherché l'autorité et qui, au lieu de cela, ont reçu la force de l'atome explosant sous leurs yeux, anéantissant tout ce qu'ils connaissaient et aimaient. Je suis dégoûté que des monstres comme eux aient détruit le seul endroit où réside la vie, et qu'au lieu de s'occuper et de se nourrir, ils aient fait pleuvoir l'enfer sur notre seul paradis. J'ai moi-même été l'un des plus chanceux, et ma ville a pu échapper à la corruption qui a alimenté une troisième grande guerre entre les nations. J'habite une petite maison dans la grande banlieue du nord-ouest des États-Unis, loin de l'endroit où la plupart des destructions ont eu lieu, dans des régions comme New York, que l'on appelle aujourd'hui le cimetière, ou au sud d'ici, sous l'ancienne Californie, qui a été littéralement engloutie dans l'océan. Ma ville était très petite au départ, mais une fois les bombes tombées, elle s'est transformée en un minuscule sanctuaire dont seuls les habitants connaissaient l'existence. Nous n'avons reçu la visite d'aucun gouvernement depuis que les nations ont déclaré la guerre, et je ne présume pas que ce sera le cas, à moins qu'ils ne tombent sur notre ville mourante en essayant de conquérir le reste de la côte Pacifique, ou ce qu'il en reste du moins. Moi, Jonathan Rosto, troisième du nom, je suis le seul résident dans un rayon d'environ 1 kilomètre, et il m'arrive de recevoir des visiteurs de passage qui s'arrêtent pour bavarder ou raconter les défis qu'ils ont relevés. Quels idiots sont-ils ? Quelle importance ils accordent à leurs problèmes ? Quelle importance ils se donnent par rapport aux autres ? Il aurait peut-être mieux valu qu'ils meurent comme les autres, pour que les citoyens comme moi n'aient pas à s'occuper de leur triste vie. S'ils voulaient un vrai défi, qu'ils essaient de vivre ma vie. Lorsque les bombes ont commencé à tomber, j'ai commencé à faire d'horribles cauchemars lorsque j'essayais de dormir, dans lesquels je voyais une bête qui tuait tout homme qui s'approchait et qui finissait par me tuer. J'ai vécu ce qu'on appelait à l'époque le shell shock, le choc de la carapace. Cependant, ces rêves se sont transformés en réalité et j'ai bientôt vu la bête sous sa forme complète devant mes yeux. Les yeux enfoncés, les dents déchiquetées qui remplissaient sa bouche couverte de sang et le blanc pur qui recouvrait la peau de la bête m'ébranlait chaque fois que je la rencontrais. La première fois que je l'ai vue, je marchais dans le couloir de ma maison quand je l'ai aperçue du coin de l'œil, me traquant à travers ma fenêtre qui donne sur le vide du paysage. Cela n'arrive plus que très rarement, mais chaque fois que j'aperçois la bête, je me réfugie dans ma chambre et j'attends d'avoir retrouvé le courage que j'avais autrefois pour l'affronter. Sans surprise, je ne l'ai toujours pas revue après ma fuite. Quelle maudite bête! Elle m'empêche toujours de dormir, me demandant si à ce moment-là, ce n'est pas le dernier. Je n'ai pas bien dormi depuis des jours, et je crois que je n'ai plus beaucoup de réserve. Peut-être que si un visiteur tombe sur ma maison, je pourrais faire du troc avec lui pour obtenir ce genre de choses. Et quant à la bête, cette putain de bête, elle a recommencé. Je ne peux pas supporter cette hantise, la façon dont elle me suit partout comme un putain d'enfant qui a besoin d'être soigné par sa mère. J'ai reçu la visite d'un homme répondant au nom de Christopher, qui était à la recherche d'une petite ville près d'ici. Il n'avait pas l'air d'être du genre amical, me fixant d'un air ahuri lorsqu'il m'a vu pour la première fois. Mais je l'ai néanmoins accueilli chez moi comme un acte de gentillesse à l'égard d'un individu impoli. Je suppose qu'il a été tellement choqué par ma propreté et ma compassion générale pour les étrangers qu'il a dû, paradoxalement, le prendre pour de l'hostilité. Il s'est assis à ma table dans la cuisine pendant que je préparais un petit lapin à partager. Il s'est ensuite plaint d'une odeur si nauséabonde qu'il disait ne pas pouvoir respirer correctement.
Et je l'ai donc informé des pneus qui, près d'ici, étaient brûlés quotidiennement pour fournir du carburant à notre ville. Ce à quoi il a répondu par un ou deux jurons. Quelle impolitesse de la part d'un homme aussi dégoûtant de se plaindre de son hôte alors que ce dernier fait de son mieux pour lui plaire. La saleté sous ses ongles et les poches sous ses yeux m'en disaient assez sur son caractère, qu'il venait d'une colonie sans civilisation et sans ordre qui n'enseignait qu'à tuer, vivre et survivre. Mais je n'en savais rien. Je l'avais simplement supposé en me basant sur d'autres invités que j'avais rencontrés auparavant. Mais lorsqu'on rencontre suffisamment de gens, on peut déduire une ou deux choses sur les étrangers. J'ai fini de faire cuire le lapin dans ma cuisine et j'ai orienté la conversation vers la créature que j'avais déjà vue à maintes reprises. Je lui ai demandé s'il avait déjà entendu parler d'une telle créature et il s'est contenté de secouer la tête, manifestement trop absorbé par le lapin que je faisais cuire pour répondre clairement. Je me suis alors levé pour prendre un couteau afin de découper mon lapin, lorsque je me suis retourné et que j'ai remarqué que l'homme avait disparu, comme un serpent qui se glisse dans le confort de la nuit. J'étais livide. Je savais que l'homme n'était pas aimable, mais le fait de laisser ma nourriture sur place sans mentionner son départ m'a rendu furieux comme jamais auparavant. Je me suis précipité vers la porte d'entrée quand je l'ai vue. La créature avait exactement la même apparence que les fois précédentes, mais cette fois-ci, elle souriait. Pas le genre de sourire que l'on exprime d'un ami à un autre, mais celui d'une personne qui sait quelque chose que je ne sais pas. La courbe de ses joues, j'ai supposé qu'il s'agissait d'un garçon, exprimait ses pommettes creuses, saillantes comme des calottes glaciaires blanches des montagnes rocheuses. Sa peau était plus blanche que jamais, mais son visage était particulièrement pâle. Je ne l'ai vu qu'un instant, mais cette image restera à jamais gravée dans ma tête. Rien ne m'a jamais terrifié, et rien ne me terrifiera jamais autant que ce sourire en coin, me narguant comme un petit enfant qui sait quelque chose que je ne sais pas. Après m'être recueilli un instant, j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée pour n'y trouver qu'une tache de sang, comme si un homme avait rampé désespérément pour s'en aller. Ce devait être le sang de Christopher, car il n'y en avait pas avant son arrivée. « Pourquoi moi ?» j'ai crié dans le néant. « Pourquoi dois-tu me hanter, moi qui n'ai rien fait de mal contrairement à ses frères qui se sont déchirés en lambeaux, désespérés de ne pouvoir ne serait-ce qu'entrevoir le pouvoir absolu ?» Évidemment, pas de réponse. J'ai essayé de poser des questions sur cette bête aux nombreux nomades qui ont traversé ma maison depuis lors, mais aucun ne m'a fourni de réponse solide. Et comme Christopher, ils finissent tous par disparaître de chez moi sans laisser la moindre trace, tués par cette bête. En attendant, je dois vivre chaque instant éveillé, trop terrifié pour me déplacer dans ma maison, trop terrifié pour voir la créature qui m'inspire une peur sans pareille, trop terrifié pour condamner les visiteurs au même sort que Christopher. J'ai été rendu fou par cette bête, qui m'a ôté toute possibilité d'interaction humaine dans cette terre désolée. Les rares moments que je passe avec les autres ne suffisent pas à préserver mon humanité, ce qui me pousse à envisager d'en finir. Car voyez-vous, je n'en peux plus. La puanteur mentionnée par Christopher s'est accrue de jour en jour. Je suppose que ces gens ont besoin de beaucoup d'énergie pour survivre. C'est accablant. Je n'en peux plus de ce trou à rats. Il me faut une issue. Un visiteur frappe à ma porte. J'hésite à répondre, connaissant le sort de ce pauvre homme. Il me supplie, me disant qu'il a désespérément besoin de nourriture et d'eau et qu'il n'en prendra pas beaucoup, juste ce qu'il faut pour survivre. Je me mets à la place de cet homme et je constate que nous sommes tous pareils, désespérés de trouver des résultats, désespérés de survivre aux horreurs de notre environnement. Je me traîne jusqu'à la porte et l'ouvre pour trouver un petit homme, couvert de terre et de boue, assez maigre pour passer par le chat d'une aiguille. Ses yeux bleus me regardent avec étonnement, surpris que je réponde à ses appels à l'aide. Je l'invite à entrer et il me remercie inlassablement pour ma gentillesse. Enfin de la reconnaissance. Je le conduis à la cuisine et il s'assoit tranquillement sur sa chaise. J'attrape un écureuil que j'ai chassé la veille et je le mets dans la cuisinière. Il commence à me parler, mais je me contente de hocher la tête ou de secouer la tête en guise de réponse.
Je ne veux pas m'attacher à cet homme avant qu'il ne me quitte. » L'écureuil finit de cuire et je me détourne de l'homme pour le prendre et commencer à le découper. Je me retourne et à ma grande surprise, je le trouve toujours assis là. Je reste bouche bée et l'homme me demande ce qui ne va pas. Je ne lui réponds pas, pensant que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit chassé de ma vie. Il continue à parler de sa vie avant et après la chute des bombes, décrivant son voyage à travers le pays à la recherche d'un sanctuaire et de sa famille. Je commence lentement à comprendre que c'est l'œuvre de la créature, qui me nargue d'une manière similaire à ce sourire d'il n'y a pas si longtemps. Je me contente d'acquiescer et de secouer la tête en réponse aux histoires de l'homme, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je tombe à genoux, et l'homme se précipite pour m'aider à me relever. Je me mets à pleurer comme un enfant, et j'explique à l'homme qu'il va bientôt mourir s'il ne parle pas. Il est extrêmement confus, et ne pense qu'à m'aider. Ah, le pauvre type, il ne sait pas encore ce qu'il attend. Je commence à me calmer quand je la revois, cette putain de monstruosité, qui n'existe que dans le plan le plus horrible de l'existence, qui me fixe dans les yeux avec le regard le plus profond qui soit pour un humain. Ses dents commencent à apparaître, son corps pâle et maigre se met en boule. Je hurle à sa simple vue, criant et babillant comme un animal à mon visiteur, ce qui le terrifie visiblement. Je lui parle de la créature, les yeux pleins de larmes et de crachats pendant toute l'épreuve, quand il me demande de lui montrer la créature. Je crie fort et lui dis que c'est une pulsion de mort, que c'est du suicide que d'essayer de l'approcher de son plein gré. L'homme insiste et m'entraîne dans le couloir où se trouve ma chambre, en me disant que je dois m'allonger. C'est là que se trouve cette maudite fenêtre, et j'essaie de le dire à l'homme, mais il ne veut rien entendre. Je donne des coups de pied et je crie, le suppliant de partir tout de suite s'il veut vivre, avant que la créature ne vienne l'enlever. Il m'explique que ce n'est que mon imagination, que je n'ai pas assez mangé, etc. Mais moi, je sais que cet homme va mourir. Nous passons devant la fenêtre et je la vois. J'arrête de crier, de supplier et je me contente de regarder par la fenêtre. L'homme me laisse partir et regarde à l'intérieur. Je vois la créature émerger, grande et maigre comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines, avec ses yeux profonds et enfoncés qui fixent les miens. Ses ongles sont presque trop longs pour être humains, sa peau est d'une pâleur maladive, mais ses yeux fixent les miens, si sombres que je peux voir mon propre reflet, et je réalise maintenant à quel point ils sont noirs. C'est si terrifiant et pourtant si beau. Je dis à l'homme de regarder par la fenêtre. « John, dit-il, alors que la créature lève un couteau au-dessus de sa tête et que le visage de mon visiteur pâlit. C'est votre reflet. » Ce récit raconte l'histoire d'un survivant d'une guerre nucléaire qui vit dans une ville isolée. Il est tenté par une créature terrifiante qu'il aperçoit régulièrement et qui semble tuer tous ceux qui s'approche de lui. Mais à la fin, un visiteur lui révèle que cette créature n'est autre que son propre reflet. L'histoire joue sur la folie du protagoniste. Il croit être persécuté par un monstre, mais en réalité, il est lui-même le tueur. Il a probablement tué tous ses visiteurs sans s'en rendre compte, projetant ses propres actions sur cette bête. Cela suggère qu'il a sombré dans la folie à cause de l'isolement et des horreurs qu'il a vécues. La lumière bleue. Une bombe a explosé dans la ville. Cela s'est passé lundi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Mon père était là. Il n'est pas encore rentré. Je me suis assis à la fenêtre tous les jours en attendant qu'il rentre. Maman dit que la bombe a interrompu le réseau électrique de la ville, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas eu de nouvelles à ce sujet. Le fils de notre voisin est météorologue à l'extérieur de la ville et il l'a dit à son père qui nous l'a dit à nous. La bombe était la plus grosse qu'il ait jamais vue. Il a vu un éclair de lumière bleue par la fenêtre et s'est jeté à terre. Il a compté jusqu'à 5 car c'était son travail d'enregistrer le phénomène. À 5 heures, les fenêtres ont explosé dans la pièce
et une chaleur semblable à celle d'une fournaise s'est abattue sur lui. Son père dit qu'il a réussi à appeler d'une ligne d'urgence dans la station. Il est blessé mais va bien. Papa devait rentrer à la maison lundi soir. Maman est très silencieuse depuis quelques jours. Elle ne dit pas grand-chose au petit déjeuner, se contente de me dire « je t'aime » au coucher, en sortant de la chambre. Je ne pleure qu'à ce moment-là dans le noir. Ce matin, je regarde par la fenêtre, espérant par miracle le voir marcher dans la rue et tourner dans notre allée menant à la maison, souriant et me faisant un signe de la main. Mon cœur fait un bond à chaque fois que quelqu'un passe. Maman entre derrière moi. « Monte te préparer pour l'école, s'il te plaît », me dit-elle. Je me retourne sur ma chaise. « Mais maman !» Elle m'interrompit en disant « Regarder par la fenêtre ne changera rien. Maintenant, vas-y. » Je quitte la fenêtre, ayant l'impression qu'il ne rentrera pas à la maison si je ne suis pas là à le guetter. Chaque jour, c'est de plus en plus difficile de rester assis à la fenêtre et de regarder. J'ai besoin de courir dehors et de le chercher, de demander à chaque personne dans chaque magasin si elle l'a vu, n'importe où. Parce que j'ai besoin de lui, j'ai besoin qu'il soit à la maison pour me réveiller le matin et m'aider à faire mes devoirs et me raconter des blagues à table et être là pour moi quand j'ai besoin de conseils ou juste pour parler. Mais je sanglote en rangeant mes livres dans mon sac en silence, parce que je n'ai pas entendu maman pleurer et qu'elle ne m'entendra pas pleurer. La porte d'entrée s'ouvre en bas et quelqu'un dit « Eh oh !» Pendant 3 jours, j'ai rêvé de cette voix. « Papa !» Je hurle à moitié et me précipite sur le palier, regardant par-dessus la rampe à travers une vision obscurcie par les larmes. Il me regardait. Je ne pouvais pas dire s'il souriait ou non, mais je me suis précipité sur les marches et vers lui, avec un rire hystérique de soulagement. Je me suis arrêté net lorsque je me suis approché de lui. Son visage était d'un rouge profond et couvert de cloques. Ses bras semblaient brûler, comme s'ils avaient été tenus au-dessus d'un poêle. Sa chemise était déchirée et couverte de suie et peut-être de sang. « Papa, mais qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est bon, dit-il. Viens me faire un câlin. » Je sprinte jusqu'à lui et je plonge dans ses bras. Il pousse un petit cri de douleur. « Oh, pardon, papa, je suis désolé. » Je m'excuse en essayant de m'éloigner. Il dit que ce n'est pas grave, qu'il a juste un peu mal, c'est tout. Il regarde derrière moi. Maman est restée là à nous regarder. Elle pleure enfin. « Tu ne savais pas que je reviendrais ?» lui dit papa en souriant. Elle se précipite vers nous et nous nous serrons tous les 3 dans les bras. Il s'est passé beaucoup de temps avant que nous nous séparions. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demande maman. Papa me regarde timidement, son visage est soudain grave, pâle, ses yeux regardent. Ont-ils l'air effrayés ? « Je pense qu'il vaut mieux que tu partes pendant que je parle à ta mère. Tu n'as pas école dans un instant ? Va te préparer pour moi. » J'acquiesce et me détourne à contre-cœur. Alors que je me dirige vers l'étage, je l'entends dire « Asseyons-nous, j'ai besoin d'eau. » Je retourne à mon sac de livres avec une autre série de larmes dans les yeux. Je savais qu'il s'en sortirait, je le savais. Pourquoi aurais-je pu penser que mon père pouvait être blessé ? Il devait rentrer à la maison et il l'a fait. C'est tout ce qu'il y avait à faire. J'ai entendu un gémissement haletant venant d'en bas. Je me tourne vers la porte et m'arrête quand je me rappelle qu'il m'a dit de les laisser tranquilles. Un autre gémissement s'échappe de la porte. Et là, ma curiosité prend le dessus. Je me glisse dans l'encadrement de la porte et je descends le couloir jusqu'au palier. Appuyé contre le mur, l'oreille entre les balustrades, ils ne pouvaient pas me voir au coin de la rue, mais leurs mots étaient clairs comme le jour. Je viens d'arriver à l'hôpital pour inspecter les installations. Il était environ 8 heures du matin. Je suivais le chef d'état-major dans son bureau quand j'ai entendu le bruit d'un canon juste à côté de moi. Le mur à côté de moi a explosé. Maman a fait un autre bruit comme celui que j'avais entendu à l'étage. Je ne pouvais pas la voir, mais son visage était aussi clair que le jour. Elle devait être blanche comme de la craie. Je devenais pâle moi aussi. Je me suis demandé comment il avait pu survivre à cela. Mon père poursuivit. Je me suis réveillé un peu plus tard, je n'ai aucune idée du temps écoulé. Il faisait nuit noire là où j'étais.
Et il faisait chaud, mortellement chaud. J'ai tendu les mains et j'ai senti du métal aussi chaud qu'un grill. 3 murs de métal et un de roche. Je me souviens m'être demandé si j'étais mort ou capturé ou quelque chose comme ça. J'ai commencé à gratter et à griffer le rocher pour sortir. J'avais l'impression d'être dans une sorte d'enclos, comme un espace juste assez grand pour mon corps. J'ai arraché suffisamment de roches pour me sortir de là. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que j'étais sous un bureau en acier qui avait été jeté à l'envers sur moi. C'était la couverture parfaite. Ma peau était horriblement brûlée par le soleil et l'air était si chaud que j'avais l'impression d'être dans un sauna. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que je me tenais sur ce qui restait du 2e étage quand il s'est effondré sur nous. Et j'étais seul. L'hôpital s'étant effondré, j'ai pu voir le ciel, qui était pourtant si sombre. On aurait dit qu'un orage n'avait mis que quelques secondes à s'abattre sur nous. La pluie tombait. Mais ce n'était pas de la pluie, et elle était noire et goudronneuse. J'ai escaladé les murs de l'hôpital, j'avais tellement soif, j'étais tellement groggy. Je savais qu'il n'y aurait pas d'eau courante. Mais nous étions près de la baie, et j'ai traversé une rivière pour aller à l'hôpital. J'ai donc commencé à revenir sur mes pas. J'ai eu la chance d'être proche des limites de la ville. Je doute que quiconque au centre-ville ait survécu à l'effondrement de ces immenses bâtiments. Mais presque tous les bâtiments étaient détruits, et ceux qui ne l'étaient pas brûlés. Au début, je n'ai vu personne. Puis j'ai croisé une mère et son bébé sous un auvent en béton. C'était l'enfer. La femme, sa peau se détachait par plaques. Ses yeux étaient d'un blanc doré éclatant. Ils ont dû être décolorés en regardant l'explosion. Son bébé était carbonisé en noir. Il semblait caoutchouteux dans ses bras. Elle regardait droit devant elle. La peau de ses bras était translucide, comme les ailes d'une mouche. Le choc sur son visage m'a donné la nausée. Je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas entendu. Je doute qu'elle m'ait entendu. Elle était probablement devenue sourde à cause d'avoir été dehors pendant l'explosion. Moi, j'écoutais mon père et j'ai fermé les yeux. C'est ce qu'il disait qui me faisait peur. Je ne voulais pas être là, mais j'étais figé contre le mur, impuissant à entendre. Mon père a continué. Au fur et à mesure que je m'approchais du bord de la rivière, je voyais de plus en plus de gens, certains debout, d'autres allongés comme des poupées de chiffon, d'autres encore dont les parties du corps émergeaient à peine des décombres. Les personnes au sol étaient tellement brûlées qu'elles gonflaient. Ces personnes ressemblaient à des poupées noires en caoutchouc. Quand je suis arrivé à la rivière, Il s'est arrêté, étouffant ses mots. Maman est restée muette. J'imagine que son effroi l'empêche même de gémir. Moi, mon cœur bat la chamade. Pendant que j'écoute, je vois clairement les images horribles que mon père a vues. Les images se sont gravées dans mon esprit. Il continue enfin. J'ai vu des centaines, littéralement des centaines de cadavres, couvrant les rives du fleuve, empilés les uns sur les autres, essayant d'obtenir un dernier verre. Il y avait aussi des cadavres flottants sur le fleuve. J'ai vu passer une femme qui semblait porter une longue ceinture de tissu blanc qui s'étalait derrière elle. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait de ses intestins, blanchis par l'eau. De l'autre côté de la rivière, il y avait ces grands monticules empilés contre les murs en ruine qui faisaient face à l'explosion. Et les gens se tenaient autour d'eux, les séparant les uns des autres. Ils cherchaient leurs proches à l'intérieur des monticules d'êtres humains. J'ai vu des enfants à genoux qui criaient dans les monticules « Papa, t'es où? Maman, s'il te plaît, sors de là !» Moi, je suis resté là, derrière les corps bordant la rivière comme des sacs de sable noir et rouge, à regarder les gens flotter, à regarder les gens creuser dans les montagnes d'êtres humains, à regarder les gens s'effondrer là où ils se trouvaient, à regarder les gens dont les organes avaient éclaté en essayant de les remettre en place, à regarder un homme dont les yeux avaient brûlé en demandant « Il y a quelqu'un, s'il vous plaît, tuez-moi !» Je me tenais là, sous le ciel gris, observant tout cela à travers la fumée, tandis qu'une pluie noire tombait. Et tu sais ce que j'ai réalisé ? J'ai réalisé que dans toutes mes pensées, tous mes cauchemars de ce à quoi l'enfer pourrait ressembler, je n'aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. Je suppose que je n'en avais pas besoin. L'enfer est venu à moi. L'enfer est venu sur terre.
En écoutant mon père, je suis resté debout pendant un long moment. J'étais debout dos au mur. Les images grotesques défilaient devant moi, comme au bout d'un tunnel noir. Des femmes qui se tordaient, des hommes qui imploraient la mort et des cadavres qui me souriaient en flottant. Ma chemise s'est détachée du mur alors que je courais vers la salle de bain. Je me suis précipité vers les toilettes et j'ai vomi dans la cuvette. J'avais l'impression que mes yeux allaient éclater sous la pression de mon petit déjeuner non digéré. Les monstres que j'imagine lorsque j'ouvre la porte de mon placard ou que je regarde sous mon lit depuis le haut, eh bien ces monstres ne sont plus rien maintenant. Ils ne sont rien comparés à ces horreurs. Ces gens dont mon père a parlé, ils sont réels. Et ceux qui leur ont causé ça, il ne peut y avoir rien de plus maléfique au monde. Je suis resté agenouillé, hébété, au-dessus du bol pendant des minutes. Je n'en suis sorti que lorsque maman a frappé à la porte et m'a dit d'une voix calme que je serais en retard à l'école si je ne me dépêchais pas. 35 minutes plus tard, j'étais assis en classe avant que le professeur n'entre. Avant de quitter la maison, j'ai serré mon père dans mes bras, qui s'était endormi sur le canapé où il était assis. Son visage était très marqué, très fatigué sous ses ampoules. Il avait l'air plus vieux. Je détestais penser à lui de cette façon, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je m'en suis un peu remise lorsque le professeur est entré à 11h, faisant taire tous les bavardages de la classe. Il a écrit le mois et le 9 au tableau avant de se tourner vers nous. « Les enfants !» dit-il. « Je sais que les choses ont été très effrayantes ces 2 derniers jours, mais nous devons tous nous rappeler de rester calmes, d'accord ? Il est particulièrement important de respecter les couvre-feux et de ne pas faire de grabuge. Je parle bien sûr de l'incident qui s'est produit hier soir. Il semble que quelqu'un ait dégradé le panneau de l'école à l'extérieur. Vous l'avez peut-être vu en arrivant ce matin. J'espère que le coupable ne fait pas partie de ma classe. Mais s'il est ici, je lui demande de se présenter et d'avouer. Il n'est pas nécessaire que ce soit maintenant, mais il faut que ce soit aujourd'hui. » J'avais vu le panneau. Le concierge était dehors lorsque nous sommes entrés, en train de frotter le panneau. Il était pâle, mais on pouvait encore voir le mot « caca » sous le nom de notre école, école primaire de Nagasaki. À l'extérieur des fenêtres, une lumière bleue vient d'exploser dans le ciel. C'est le Slenderman ? Le revoilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je n'en peux plus. Partout où je vais, je ne vois que cette horrible créature, grande, mince et apparemment sans visage. Depuis que je l'ai vue pour la première fois, elle hante aussi mes rêves. Tout ce qu'elle fait, c'est rester là et m'observer. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment constant d'être observé. C'est comme si je n'étais jamais seul. Je déteste ça. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas sortir, et je ne peux plus fonctionner comme une personne normale sans qu'il soit là. J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet ces 2 derniers jours, en cherchant sur Google comment le décrire au mieux. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il s'agit d'un homme incroyablement grand et mince. Je me dis que c'est impossible, parce qu'aucun humain ne pourrait avoir cette taille et cette minceur. Ce n'est tout simplement pas naturel. J'ai fait de mon mieux pour me souvenir de son visage. J'ai pensé que cela aiderait à restreindre la recherche, mais il n'en avait pas. Je suis catégorique. Cette créature n'avait pas de visage. Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu le visage de cette chose. C'était toujours flou. Mais je n'ai jamais pu le regarder assez longtemps sans me sentir mal à l'aise. D'habitude, je partais dans l'autre sens ou quelque chose comme ça. Et si c'était un rêve ou un cauchemar, je me réveillais toujours avant d'avoir pu le voir clairement. La recherche m'a permis de découvrir ce qu'on appelle le Slenderman. Mais qu'est-ce qu'un Slenderman ? Cette créature mythique est la chose qui me harcèle ? Non, ce n'est pas possible, je refuse d'y croire. Je n'ai pas quitté ma maison depuis 2 jours. J'ai été retenu par la lecture de toutes ces histoires et tous ces récits sur le Slenderman. Inutile de dire que le sommeil m'a échappé pendant tout ce temps.
Rien ne va plus. Je pense que je l'ai mis en colère en ne le laissant pas entrer dans mes rêves. Je n'arrête pas d'entendre des coups sur les fenêtres tard dans la nuit et des grincements de parquet quand je suis couché dans mon lit. Je sais qu'on dit que les maisons font cela d'elles-mêmes, mais c'est différent, croyez-moi. Les craquements ne sont pas ceux de la maison qui se tassent. Il y a un poids derrière eux, comme des bruits de pas. Pourtant, chaque fois que je vais voir, il n'y a rien. Mais quand je rentre dans ma chambre, j'ai toujours l'impression d'être observé. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé d'être assis tout seul dans une pièce, fenêtre et porte fermées, quand soudain la porte s'ouvre sans raison? C'est peut-être arrivé pour quelques-uns d'entre vous, mais pour moi c'est différent. Je jure que ce n'est pas un courant d'air. J'ai fermé toutes les fenêtres à clé depuis une semaine. Je ne suis pas du genre à croire aux fantômes ou à quoi que ce soit de ce genre, mais là il y a quelque chose d'étrange. Chaque fois que la porte s'ouvre spontanément, il fait nettement plus froid dans la pièce. Cependant, dès que je quitte la pièce, toutes les autres pièces reviennent à la normale. Ce n'est donc pas comme si mon thermostat était au bord du gouffre. Toutes les pièces cependant, sauf la mienne. Ces derniers temps, ma chambre est devenue froide, vraiment froide. J'ai dû allumer des bougies tout autour de la pièce pour essayer de la réchauffer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je commence vraiment à perdre la tête. Aujourd'hui, je suis sorti pour la première fois depuis plus d'une semaine. J'ai pensé que mes délires venaient peut-être du fait que j'étais enfermé à cause de la pandémie Covid et que j'avais passé trop de temps à me faire peur en lisant des articles sur le Slenderman. J'ai suivi ma vie quotidienne du mieux que j'ai pu et à ma grande surprise, je n'ai pas vu cette chose. Tout allait bien en fait. Je commençais à oublier toute cette histoire. Enfin, jusqu'à ce que je rentre chez moi. Je me promenais dans les bois, essayant de prendre autant d'air frais que possible avant de rentrer chez moi, quand je suis tombé sur un morceau de papier posé là, au milieu du sentier. Normalement, j'aurais pensé qu'il s'agissait d'un détritus laissé par quelqu'un, mais il était d'un blanc immaculé. On aurait dit qu'il avait été soigneusement placé là, il y a 20 minutes au maximum. Je l'ai ramassé et je l'ai retourné. C'était un dessin. Un dessin de cette chose, le Slenderman. Une esquisse très grossière le représentait avec les mots « non, 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 non » griffonnés sur les côtés de la page. Alors que j'essayais de déchiffrer la page, les nuages s'assombrirent rapidement, devenant d'un noir intense. Je me dis que je ferais mieux de rentrer rapidement à la maison avant qu'il ne pleuve. Maintenant, je suis chez moi, assis à regarder cette putain d'image qui me dépasse, en essayant de comprendre comment elle est arrivée là où elle était, en pensant à son aspect neuf et en me demandant qui a bien pu la dessiner et la laisser là pour moi. Je vais aller me coucher. Je ferai mieux de dormir un peu. Mais franchement, je jure que cette photo est maudite. Le Slenderman était encore dans mon rêve la nuit dernière. Cela semblait si réel. J'étais allongé dans mon lit dans le rêve et je me suis réveillé. Je l'ai vu là, dans le coin de ma chambre. J'ai essayé de crier, de bouger, de faire quoi que ce soit, mais je n'y arrivais pas. Je suis resté allongé, figé par la peur, me demandant ce qui allait se passer. Il a juste levé son bras et l'a étiré sur 5 mètres jusqu'à la tête de mon lit et a posé sa main. Enfin, je dis sa main, mais je n'avais pas l'impression qu'il s'agissait d'une main, plutôt de vrille. Bref, il a posé sa main sur mes yeux et je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, il n'y avait plus rien. Quel rêve de merde. Oh, et vous savez ce qui s'est passé depuis que j'ai ramené cette photo à la maison? Mes appareils électroniques sont tous en panne. Mon ordinateur portable s'éteint tout seul, même avec une batterie pleine. Ma télévision devient aléatoirement statique. Mon téléphone ne reçoit plus rien. En plus des portes qui s'ouvrent, j'entends constamment des bruits de pas la nuit. Vous voyez le tableau. Cette photo, je la brûle ce soir. Je sors à l'arrière et je mets le feu à cette saloperie. Non, ce n'est pas possible. Je l'ai regardé brûler hier soir. J'ai pris ce morceau de papier dehors, dans ma cour, à l'arrière de ma maison hier soir et je l'ai regardé brûler. Comment peut-il être de retour? Quel genre d'enfoiré mettrait la même photo dans la boîte aux lettres de quelqu'un? Ce n'est vraiment pas drôle.
Je ne peux même pas téléphoner pour demander de l'aide parce que tous mes appareils électroniques ne cessent de faire des siennes et que je suis trop paranoïaque pour quitter la maison. Non, je ne sais plus quoi faire. Les choses deviennent trop difficiles à gérer maintenant. Jour après jour, de plus en plus de ces satanées photos arrivent. Rien ne fonctionne dans la maison et je continue à penser que je le vois dans la maison. Et je ne sais même plus si je suis éveillé ou endormi. Et chaque fois que je quitte une pièce, je crois l'apercevoir dans ma vision périphérique ou dans le coin d'un miroir devant lequel je passe. Cela me rend complètement fou. Cette chose a-t-elle vraiment envahi ma maison ? Si c'est le cas, il n'y a aucune sécurité à avoir. Si elle peut m'amener ici, elle peut m'amener n'importe où. Cela ne veut pas dire que je ne me laisserai pas faire sans me battre, par contre. Bon, j'ai verrouillé mes portes et toutes les fenêtres, et j'ai pris assez de nourriture et d'eau dans la cuisine pour tenir au moins une semaine. Je vais rester dans ma chambre aussi longtemps que possible. Je ne me sens pas en sécurité à l'extérieur, ni dans ma propre maison. C'est mon dernier recours. Je sais qu'il me réserve quelque chose de sinistre, je le sais. Sinon pourquoi se donnerait-il tant de mal pour m'effrayer au point de me faire perdre la raison ? Pour l'instant, je me suis barricadé dans ma chambre. Rien n'entrera ici sans mon accord. Il se fait tard. Je vais essayer de dormir un peu. Merde, qu'est-ce que c'était ? Je jure que j'ai entendu quelque chose bouger. C'est sûrement le cas car cela m'a réveillé. Ce n'est pas le pas ordinaire que j'ai entendu au début de tout ça. Oh non, c'était un bruit sourd, fort et délibéré. Il doit se moquer de moi. Le Slenderman sait que je suis ici. Je me lèverai bien pour allumer la lumière, mais ce n'est pas la peine. Il a joué avec l'électricité. Je reste allongé, effrayé, dans l'obscurité la plus totale. Je sais que ça paraît fou, mais avez-vous déjà vu une nuance de noir plus sombre que la normale ? Comme lorsque vous êtes dans une chambre sombre avec seulement un peu de lumière et que tout projette une ombre, mais que certaines ombres semblent plus sombres que d'autres. Je le jure. Même si je suis actuellement dans une obscurité presque aveugle, ce coin est encore plus sombre que les autres. C'est le même coin que celui de mon dernier cauchemar. C'est comme si l'obscurité se déplaçait. Ma vision nocturne s'améliore maintenant. Je peux voir un peu plus de détails. Oh non. Non. Non, 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 non. Je peux voir la silhouette d'un homme dans ce coin. Un homme très grand et très mince. On dirait qu'il porte un costume. Oh mon Dieu, c'est lui. Il est là comme dans mon rêve. Je reste allongé, figé par la peur, me demandant ce qui va se passer. Il lève son bras et l'étend à travers ma chambre jusqu'à ma tête. Il pose ses mains, mais... Non, ce ne sont pas des mains, ce sont des vrilles, j'en suis sûr. Il les pose sur mon front. J'ai pensé à attraper son bras et à essayer de m'éloigner, ou à me lever du lit et à essayer d'enfoncer la porte, mais quelque chose me dit que ça ne servirait à rien. Rien ne m'aiderait plus à ce niveau. Ces vrilles se sont allongées et ont serpenté le long de mon corps, s'enroulant lentement autour de moi pour former une sorte de cocon noirci. Avant que je ne puisse crier, la noirceur atteignit mon visage et recouvrit ma bouche. Alors que la noirceur enveloppait ma tête, la dernière chose à être recouverte était mes yeux, qui étaient fermement fermés d'ailleurs depuis tout ce temps. J'ai décidé de les ouvrir une dernière fois. J'ai levé les yeux et il était là. Il se tenait juste au-dessus de moi, regardant vers le bas. C'est la dernière chose que j'ai vue avant que les ténèbres ne m'emportent. Bien qu'il n'ait pas de visage, je jure que le Slenderman semblait sourire. Pas d'yeux, pas de langue, pas de doigts. Il y a quelques années, j'ai travaillé comme infirmier dans l'unité gériatrique de l'hôpital de ma ville natale. Il y avait là une vieille dame, aux yeux bleu pâle, dont l'esprit était encore fantastiquement vif, et son désir de socialiser et de se faire de nouveaux amis la distinguait de la plupart des autres personnes vivant dans cette aile de l'établissement. Cette femme et moi sommes rapidement devenus proches pour cette raison. Elle s'appelait Yana, et elle me manque encore tous les jours depuis sa mort.
La chose la plus étrange à propos de Yana n'était pas son accent, que je ne pouvais que vaguement situer comme étant d'Europe de l'Est, ni sa réticence à parler de son passé, ce qui signifie que je n'ai jamais appris exactement où elle avait grandi. Non. Ce qui me fascinait le plus était qu'un étrange jeune homme, gravement mutilé et manifestement aveugle et muet, lui rendait visite tous les jours. Ses mains étaient déformées, apparemment érodées à chaque doigt jusqu'à la première articulation. Mais chaque soir, un peu après l'heure du dîner, il lui rendait visite et ils s'asseyaient ensemble. Elle lui faisait la lecture, ou parfois chantait de sa voix frêle et âgée. Parfois, il se tenait simplement la main en silence. Finalement, j'ai trouvé le courage de lui poser des questions sur cet homme, et dans un étrange moment d'ouverture, elle a accepté de me raconter son histoire. Enfin, l'histoire de l'homme. Voici ses propos, tels quels. Ma sœur et moi étions les seuls survivants de notre famille après le décès de notre père en 1964. Les temps étaient très durs pour mon ancien pays, et mon père était devenu si malade que nous avons finalement été obligés de le laisser mourir de faim, plutôt que de gaspiller de la nourriture pour le réconforter alors qu'il mourait inévitablement. Ma sœur avait perdu la tête petit à petit avant que tout cela n'arrive, mais je pouvais voir dans ses yeux, alors que nous enterrions mon père, qu'elle était finalement partie quelque part au loin, à l'intérieur d'elle-même. Je me souviens des corbeaux, perchés en groupes épais, comme des amas de mouvements noirs en train de se préparer, qui nous observaient dans le cimetière depuis tous les toits. Nous nous sommes empressés d'enterrer père, car les corbeaux étaient aussi affamés que nous. Sœur s'est mise à mendier dans les rues, échangeant parfois des faveurs sexuelles contre des trajets dans la ville voisine, dans l'espoir que sa mendicité serait plus rentable. C'est au cours de cette période terrible qu'elle a conçu un fils. Un bâtard dont elle ne connaissait pas le père, mais qui était certainement une sorte de monstre prédateur. C'est le seul type d'homme que ma sœur a connu à cette époque de sa vie. L'enfant, quant à lui, est né en bonne santé, heureux et avec un esprit rayonnant qui m'a brisé le cœur, car je savais que bientôt les yeux de ce jeune garçon ressembleraient aux miens et à ceux de ma sœur. Même le jour de sa naissance, je savais que sa belle et joyeuse innocence ne durerait pas très longtemps. Ma sœur ne s'est pas occupée de son fils comme elle aurait dû le faire, comme Dieu et la bonté exigent qu'une mère ne s'occupe de son enfant. Elle ne changeait pas les couches souillées du garçon, me laissant le soin de le faire, et oubliait de le nourrir, même lorsque ses gémissements affamés résonnaient de façon stridente et misérable dans toute la maison. Finalement, elle a commencé à l'emmener mendier, se servant de l'enfant comme d'un accessoire pour attirer la sympathie des étrangers. Elle était particulièrement satisfaite lorsqu'il avait l'air d'être au plus mal, et s'est même plainte à moi une ou deux fois qu'elle ne pouvait pas récolter d'argent les jours où il avait l'air trop en bonne santé. Je n'oublierai jamais son dernier acte de cruauté à l'encontre de Vasily. Je l'ai nommé moi-même après que ma sœur n'ait pu s'en occuper. C'était le matin, et j'étais sorti dans notre cour pour humer l'air. L'enfant était allongé sur le sol immobile et semblait tout à fait mort, enfin barbouillé de son propre sang. Ses petits doigts et ses orteils étaient noirs d'engelure. Ma sœur ne l'avait même pas emmitouflé lorsqu'elle l'avait déposé il y a quelques heures dans l'obscurité de la nuit. Les corbeaux, aussi affamés que nous, avaient arraché ses beaux yeux et sa langue de son corps encore vivant. Je les saisis, les larmes coulant déjà sur mes joues, pensant que je venais de réclamer un cadavre. Ce n'est que lorsqu'il s'est agité contre mon sein que j'ai compris qu'il pouvait être sauvé. Je l'ai emmailloté le plus chaudement possible et je lui ai donné à manger avant de me précipiter chez le seul médecin de la ville. J'ai failli frapper la porte d'entrée avec mon poing et il m'a répondu avec les yeux encore endormis parce qu'il était si tôt. Je l'ai payé avec tous les bijoux de mère que j'avais réussi à cacher à ma sœur au fil des ans. 1 heure plus tard, le médecin m'a dit que Vasily vivrait, mais il a demandé qu'on lui permette de surveiller l'enfant pendant le reste de la journée.
Je lui ai répondu que cela ne posait pas de problème, car la journée d'aujourd'hui serait très chargée pour moi. Et en effet, elle l'a été. Le soir venu, j'avais réduit la tête de ma sœur en bouillie avec la poêle en fonte de notre cuisinière. J'avais obtenu un billet de train pour quitter notre pays et j'avais prévu d'offrir à Vasily la meilleure vie possible. Vasily, mon fils aujourd'hui, ne sait rien de tout cela bien sûr. Je lui ai seulement dit qu'il avait été adopté pour échapper à une situation à laquelle il ne survivrait probablement pas. L'optimisme joyeux que j'ai vu sur son visage lorsqu'il est né survit encore aujourd'hui dans mon cœur. Ma sœur, dans toute sa malice, n'avait réussi qu'à l'étouffer pendant un certain temps. Et aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, il rend encore visite à sa vieille mère tous les jours. Après m'avoir raconté son récit, elle rayonnait de fierté. Et elle n'en disait pas plus. Et elle avait raison. Vasily l'aimait tant et ne portait sur son visage aucune rancœur pour ses blessures. Il avait toujours l'air de sourire, même si dans sa cécité, il ne savait pas que quelqu'un le regardait. Vasily a rendu visite à sa mère tous les jours jusqu'à sa mort, et il lui tenait la main lorsqu'elle est décédée. Je savais d'après ses échanges avec le personnel de l'hôpital qu'il comprenait le français parlé, et c'est pourquoi, lors des funérailles de Yana, je lui ai dit que j'avais été un ami de sa mère. Je lui ai dit qu'elle était la femme la plus étonnante et la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. Son sourire triste et reconnaissant s'est accentué et il a hoché la tête. Il a répondu en langage des signes. Elle l'était. Cette histoire, derrière son apparente tendresse, cache un drame d'une violence extrême. Ce garçon, Vasily, mutilé à vie, est le fruit d'un viol dans un pays dévasté par la misère. Il a grandi dans la cruauté, abandonné, laissé mourir dans le froid, dévoré vivant par les corbeaux. Sa propre mère l'a utilisé comme un outil de mendicité avant de presque le tuer par négligence. Mais ce n'est pas tout. Celle qui l'a sauvé, Yana, n'était pas sa mère, mais sa tante. Une femme marquée par la folie de sa sœur et qui, dans un ultime acte de désespoir, a tué cette dernière pour sauver l'enfant. Elle a fui, a tout reconstruit et a gardé ce secret pendant 50 ans. Le plus dérangeant, c'est que Vasily, devenu aveugle, muet et défiguré, continue de venir chaque jour avec un amour pur et profond pour cette femme, sans jamais savoir la vérité, sans savoir que la personne qu'il pensait être sa mère, cette personne inhumaine qu'il a utilisée, mutilée, presque tuée, est en fait sa tante qui l'a sauvé. Et son sourire silencieux devient alors la chose la plus belle et la plus déchirante. Cette histoire prouve qu'il existe dans notre monde des femmes avec si peu de moralité qu'elles en oublient d'aimer leurs propres enfants, alors que ceux-ci continuent d'aimer leur mère cruelle et inhumaine, un amour que j'appellerais aveugle. Karma. Entrée 1. J'ai fait une terrible erreur. Je pensais que j'étais juste paranoïaque, mais maintenant je sais qu'il me suit. Il ne me laissera jamais oublier cette erreur stupide. Je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Le seul nom que je peux lui donner est Karma. Je pensais qu'il me protégerait, mais j'avais tort. Reprenons depuis le début. Il existe un rituel dont on entend rarement parler, appelé le jugement du karma. Pour des raisons que vous comprendrez, je ne peux pas décrire ce rituel par écrit. C'est beaucoup trop dangereux. On m'a parlé de ce rituel. Le mythe de base est le suivant. Après avoir accompli ce simple rituel, le karma vous jugera. S'il décide que vous êtes une personne vraiment bonne, il fera de votre vie un paradis. Sinon, c'est pour cela que j'écris. Ce devait être une erreur. Je suis vraiment quelqu'un de bien, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je pensais que le rituel n'avait tout simplement pas fonctionné, mais j'ai vite compris que j'étais maudit. Dès que j'ai terminé le rituel et que je suis rentré chez moi, j'ai découvert que mon chien bien-aimé avait été découpé en tranches
et qu'il avait été déposé dans mon lit. J'ai prié des dieux auxquels je ne croyais même pas pour que ce soit l'œuvre d'un être humain ordinaire. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à dormir depuis 3 jours, et ce malgré le nombre de sédatifs que je prends. Chaque fois que je regarde par la fenêtre ou dans un miroir, je vois du coin de l'œil une silhouette sombre pendant une fraction de seconde. Puis dès que j'essaie de me concentrer sur elle, elle disparaît. J'espère que le fait d'écrire ceci pourra m'aider d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à présent, cela a au moins calmé mes nerfs. Bon, j'ai assez écrit pour aujourd'hui. Entrée 2. Je n'arrive pas à m'endormir. Quand je dors, j'ai l'intention de me tuer d'une manière si terrible que je ne peux pas la décrire. J'ai failli m'endormir hier soir. J'ai fermé les yeux pendant 5 secondes. Quand je les ai ouverts, je l'ai vu. Le karma était juste devant mes yeux. Il prend la forme d'un petit garçon aux cheveux bruns en désordre qui porte des haillons noirs mal cousus du cou aux pieds. De plus, sa bouche avait été cousue pour des raisons que je ne veux pas connaître, et il avait un regard de choc et de haine dans ses petits yeux verts. Dès que j'ai levé les yeux vers lui et que son image s'est gravée dans mon esprit, il a semblé disparaître. Effrayé, j'ai ressenti une douleur aiguë le long de la peau de tout mon corps. Je me suis précipité vers le miroir et j'ai découvert des griffures saignantes qui semblaient provenir d'ongles humains sur tout mon abdomen, mon dos et mes jambes. Entrée 3. C'est le 5e jour sans sommeil. Pour éviter de tomber dans le piège du sommeil, j'ai pris des pilules d'énergie surrénalienne et beaucoup de caféine. J'ai commencé à me fatiguer. Alors j'ai pris l'habitude de faire des petites entailles sur mon bras avec la lame d'un cutter, chacune à 1 centimètre de l'entaille précédente, sur mon avant-bras, à chaque fois que je prends une dose. Jusqu'à présent, j'ai fait 8 entailles. Je suis enfermé dans ma maison depuis hier soir, lorsque j'ai acheté le matériel nécessaire pour me tenir éveillé. Si je sors, je risque de partager accidentellement mon malheur avec d'autres. D'après la légende, quiconque se préoccupe d'apprendre les résultats de mon entreprise risque d'être jugé par le karma. C'est pourquoi, lorsque j'aurai fini d'écrire, j'ai l'intention de brûler ma maison ainsi que mon ordinateur, afin que ce que j'ai écrit ne puisse jamais entrer en contact avec Internet. Attendez, j'entends quelqu'un à la porte, donc j'arrête d'écrire ici. Entrée 4. J'ai perdu la notion du jour et de la nuit. Hier soir, je crois que c'était hier soir, j'ai scotché toutes mes portes et fenêtres pour qu'ils ne puissent pas me regarder. J'ai aussi pris tous les miroirs de ma maison et je les ai jetés dans un grand tas dans la cour arrière avant de barricader ma porte arrière. J'ai été très fatigué aujourd'hui et les coupures qui couvrent maintenant mon avant-bras gauche ne m'ont pas aidé. J'ai donc mis une casserole vide sur la cuisinière et j'ai gardé le feu allumé. Puis, j'ai pris un couteau de boucher dans ma cuisine et j'ai tranché le petit doigt de pied de mon pied gauche. J'ai ensuite pressé la casserole chaude contre la blessure pour arrêter le saignement. C'était un petit sacrifice pour conserver ma vie. Entrée 5. Il m'a parlé. Je peux l'entendre murmurer dans la maison. Il parle d'une vie avant qu'elle ne soit ce qu'elle est. C'était une âme torturée. Très jeune, ceux qui l'élevaient ont commencé à le torturer de façon horrible. Ils le fouettaient et lui cousaient la bouche. Chaque fois qu'il dormait, ils le battaient d'une manière encore plus douloureuse. Aujourd'hui encore, il cherche à se venger de toute personne qui le mérite. Je ne sais pas pourquoi il m'a raconté ces choses, mais je me sens mal pour Karma. C'est peut-être là qu'il veut en venir. Je suis éveillé depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai coupé tous mes orteils et les 3 derniers doigts de ma main gauche. J'ai brûlé tous les moignons pour arrêter le saignement, bien sûr. Entrée 6. J'ai eu du mal à me couper le pied gauche. C'est probablement la chose la plus douloureuse que j'ai jamais ressentie. Mais au moins, je ne dormirai pas. Je tremble en écrivant ces lignes. Heureusement, j'ai toujours été obsédé par la grammaire et cela ne m'empêche pas d'écrire. Récemment, j'ai remarqué des coupures le long de mes lèvres qui n'existaient pas auparavant. Je pense qu'il l'a fait pendant que je ne faisais pas attention. Et je pense que le pire quand on ne dort pas, c'est qu'on n'a jamais rien d'autre à faire que se faire du mal pour rester éveillé.
Entrée 7. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé autant de temps sans dormir. Je n'arrive pas à le croire, je n'arrive pas à le croire. Cela ne devrait être pas possible d'un point de vue médical. Entrée 8. Je n'arrête pas de le voir partout où je regarde. Je n'arrête pas de l'entendre crier en dessous de moi, même si je n'ai pas de sous-sol. Mais ce qui est nouveau, c'est que j'entends quelqu'un lui hurler des menaces en retour. C'est la voix d'un adulte, probablement la personne qui lui a fait subir ça. Mais maintenant, c'en est fini. J'ai recouvert le sol de ma maison d'essence. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me tuer. Ceci est mon dernier article. Lorsque j'aurai fini d'écrire ceci, j'ai l'intention de brûler ma maison. Évaluation psychiatrique, Dr Henry Rogg. Le patient souffre d'un état avancé de psychose et du pire cas d'insomnie que j'ai jamais vu. Il s'est infligé des blessures au bras gauche et s'est coupé le pied gauche, tous les orteils du pied droit et tous les doigts de sa main droite. Il semblerait que cela soit dû à un très grave syndrome de stress post-traumatique. Ses dossiers psychiatriques antérieurs montrent qu'il a été torturé par ses parents lorsqu'il était enfant, ce qui explique les cicatrices de coups de fouet sur son abdomen, son dos et ses jambes, ainsi que les cicatrices sur ses lèvres à l'endroit où elles ont été cousues, jusqu'à ce qu'il soit forcé de les tuer. Il n'arrêtait pas de me regarder droit dans les yeux, avec ses yeux verts, choqués, et me dire « Le karma me fera payer. Le karma me fera payer. Le karma me fera payer. » Note personnelle, Dr Henry Rogg. Cette note a été trouvée entre le mur et le bureau du docteur. L'ordinateur du patient a été retrouvé dans les décombres de l'incendie. J'ai lu un fichier d'entrée qu'il a écrit pendant son manque de sommeil. Les choses que j'ai découvertes m'ont choqué. Je vais envoyer le dossier à certains de mes collègues pour qu'ils m'aident à décider de ce que je dois faire. PS. Depuis que j'ai lu les entrées du fichier, il m'arrive des coïncidences troublantes. Et maintenant, j'ai peur de dormir. Aucun espoir. Personne ne sait d'où ils viennent. Et si quelqu'un le savait, il n'y a plus aucun moyen de le faire savoir. La guerre s'est terminée en quelques semaines. Nous les appelions les Skinwalkers. Ils ressemblaient en tout point à des êtres humains, mais si on les regardait assez longtemps, on pouvait voir quelque chose se tordre sous leur peau. Quelque chose d'inhumain et de terrible. On pouvait le sentir une fois qu'on savait qu'il était là, ce mal, comme une puanteur. La deuxième chose la plus grave à propos des Skinwalkers était qu'ils pouvaient vous transformer d'un simple toucher. Dès qu'ils posaient la main sur vous, c'était fini. Vous n'étiez plus vous. Vous aviez disparu. À votre place, il y avait quelque chose qui vous ressemblait, qui sonnait comme vous, qui agissait comme vous dans tous les sens du terme. Et c'est ce qu'il y a de pire avec les Skinwalkers. Ils n'étaient ni rapides, ni forts, ni quoi que ce soit qui aurait pu les aider à prendre le dessus si rapidement. C'est plutôt le fait qu'ils pouvaient faire des copies parfaites de ceux qu'ils prenaient, indiscernables des vrais. Leur peau ne se tordait pas, à moins qu'ils ne la laissent faire, et apparemment, tous les tests sanguins se révélaient complètement identiques. On ne peut plus jamais faire confiance à quelqu'un qui est parti seul, parce qu'on ne peut pas savoir si c'est vraiment lui qui est revenu. Il pouvait vous parler comme à un ami perdu, à un amant ou à un parent, et vous ne pouviez jamais faire la différence, jusqu'à ce que vous sentiez leurs mains sur votre épaule. Et là, il était trop tard. Oui, c'est ce qu'il y a de pire, que quelqu'un que vous aimez, en qui vous avez confiance, se révèle être l'une de ces choses depuis le début. Vous n'aviez aucun moyen de savoir quand le changement s'était produit, seulement que vous aviez fait confiance à un monstre pendant tout ce temps. Comme je l'ai dit, la guerre, si on peut l'appeler ainsi, s'est terminée rapidement. Je ne peux pas vous donner de détails car nous n'avons jamais eu l'occasion de le découvrir. Mon meilleur ami Ryan et moi
avions réussi à nous enfuir avec 2 gars, Jeff et Bobby. Nous nous sommes croisés au début de la panique. Alors que les Walkers se rapprochaient et qu'il n'y avait plus d'endroit où fuir, nous nous sommes repliés sur l'appartement de Jeff. Nous avons d'abord essayé de barricader tout l'appartement, mais nous nous sommes vite rendus compte que nous ne pourrions pas continuer à le faire. Il y avait trop de points d'entrée. Nous avons donc pris tout ce que nous pouvions et nous nous sommes retranchés dans sa chambre. Heureusement, sa mère et lui étaient partis faire des courses lorsqu'ils ont découvert la panique. Elle avait été attrapée alors qu'elle s'apprêtait à monter dans la voiture. N'ayant rien d'autre à faire, il avait verrouillé les portes, ignorant les supplications et les appels de ce qui n'était pas sa mère. Il était parti. En chemin, il avait récupéré Bobby. C'est là qu'ils sont tombés sur nous. Ils avaient la trouille et n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ces enfoirés nous ont recueillis. Nous avons eu de la chance, mais c'était un risque qu'ils n'auraient pas dû prendre. Je ne pense pas que je l'aurais fait moi-même. Quoi qu'il en soit, avec les achats impromptus, la nourriture et l'eau n'étaient pas un problème. Le problème auquel nous étions confrontés était très simple. Combien de temps peut-on rester sans espoir ? La guerre s'était terminée rapidement. Nous en étions sûrs. Les dernières choses que nous avions vues à la télévision avant la coupure d'électricité n'étaient pas très prometteuses. Être enfermé dans une pièce avec 3 autres hommes et savoir que l'humanité s'est éteinte. Combien de temps un homme peut-il rester sans espoir ? Savoir qu'il ne reste plus que vous. Vous êtes enfermé dans une pièce. Vous n'avez pas d'électricité. Vous pissez et vous chiez dans des seaux que vous videz par la fenêtre. Il n'y a qu'un seul matelas, alors la plupart du temps vous dormez à même le sol. Et puis, il y a les coups. Au départ, il s'agissait d'une tentative d'effraction. Ils ont essayé d'enfoncer la porte, mais nous nous sommes suffisamment empilés contre elle pour que cette tentative s'avère rapidement infructueuse. Ils ont essayé de passer par la fenêtre, mais nous l'avons également barricadée. Et ils ont perdu plusieurs Walkers en essayant. Au lieu de ça, ils frappaient. Ils frappaient et ils parlaient. Au début, il s'agissait de choses simples, de demandes d'ouverture de porte, tout simplement. Des mensonges sur la paix et des malentendus. Des menaces et de terribles promesses. Puis, ils ont commencé à utiliser nos proches. Ils pleuraient, suppliaient et nous imploraient d'ouvrir la porte. Ils nous ont promis que c'était mieux ainsi. Plus de douleur, plus de cachette, une nouvelle vie et une meilleure vie. Les vieux secrets, les souvenirs oubliés, tout ce qu'ils pouvaient utiliser contre nous. Nous les avons entendus à travers cette putain de porte. Combien de temps un homme peut-il rester sans espoir ? J'ai honte de dire que j'ai été le premier à partir. J'ai tenu 6 semaines. C'est le désespoir qui m'a emporté. Les conditions de vie déplorables et la monotonie, je pouvais les supporter. C'est le fait de savoir qu'il n'y avait plus rien, que le reste de l'humanité avait disparu, remplacé par ces horreurs. Quoi que nous fassions, nous n'étions rien d'autre qu'une petite bougie, essayant de se maintenir en vie, alors qu'un vaste océan insensible s'élevait autour de nous. Nous ne pourrions pas les retenir éternellement, et nous le savions. Nous n'avions pas de provisions, mais avant ça, nous savions que la barricade ne tiendrait pas. Un jour, ils passeraient, puis ils nous réclameraient. 6 semaines, c'est la durée pendant laquelle je pouvais rester sans espoir. Je l'ai fait au milieu de la nuit, en prenant soin de ne pas réveiller les autres. Je n'ai pas laissé de message, il n'y avait rien à dire. J'ai enlevé une poutre de la fenêtre, je me suis faufilé de quelques centimètres et j'ai sauté. Je me suis assuré que c'était la tête la première. Je ne voulais pas avoir la moindre chance de survivre. Allongé dans la rue à l'agonie, en attendant qu'ils viennent me chercher. 6 semaines, c'était suffisant. Ils ont continué sans moi. Je suppose qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Bobby a été le prochain à sortir. Il a tenu 1 semaine de plus. Il a laissé un mot, mais je ne sais pas ce qu'il avait dit. Je ne sais pas ce qui les a poussés à faire ça. Je ne sais pas comment ils ont réussi.
Mais les deux autres, Ryan et Jeff, se sont enfuis. Ils ont dû se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre comme ça, piégés et attendant la mort. Au lieu de ça, ils ont choisi de sortir et de mourir en essayant. Ils se sont équipés d'armures de fortune, mettant autant de distance que possible entre eux et les Skinwalkers. Ils ont réussi à atteindre la voiture avant que Jeff ne soit abattu. Mon ami était déjà dans la voiture. Ils étaient complètement encerclés. Ils pouvaient essayer d'attraper le pauvre bougre et ils pouvaient tous les deux mourir sur place. Ou ils pouvaient fuir et le laisser se faire déchirer son armure de fortune. Il a choisi la première option. Et vous qui m'écoutez, qu'auriez-vous fait ? Je pense qu'il l'a regretté dans les jours qui ont suivi, le connaissant. Il y a des choses qu'un homme ne devrait pas vivre seul. Pour autant que je sache, il est dans l'Arctique, caché dans la nature. Le dernier homme. Il n'y a plus d'espoir. Il continue à vivre jour après jour. Je ne sais pas comment il fait. Cela n'a pas d'importance à la fin. On finira par le trouver. Je le connais. Je sais comment il pense. Si quelqu'un peut le retrouver, c'est bien moi. Je n'ai jamais regardé en bas. C'était le problème. Je savais que si je voyais le sol, je ne me laisserais jamais faire. Que je repasserais par cette fenêtre et que je passerais une autre putain de journée avec la nourriture de merde, le seau, les coups, les voix et le putain de désespoir vide et creux. Je n'ai donc pas regardé en bas, pas avant d'être dans les airs. J'aurais aimé le faire parce que je n'ai jamais touché le sol. Il y en avait trop. Ils attendaient, ils regardaient, ils souriaient. C'est mieux ainsi. Plus de douleur, plus de cachette, plus de peur et plus de désespoir. Oui, c'est mieux ainsi. Plus besoin d'espoir, plus besoin de chaleur, plus d'inquiétude et plus d'attente. Oui, c'est mieux ainsi. Je déteste ce que je suis devenu. La puanteur, l'indescriptible méchanceté, tout cela m'entoure. Elle m'étouffe, elle m'envahit, elle m'inscrit sous sa peau. Je déteste tout ça, je déteste tout, mais c'est mieux ainsi. Le texte que je viens de narrer est celui que j'ai écrit vers 4 heures du matin après un cauchemar assez violent. J'ai essayé de capturer ce qui m'a le plus bouleversé, mais comme vous le savez tous, il y a toujours quelque chose qui se perd en chemin. Quoi qu'il en soit, j'espère que c'était assez bon pour bouleverser d'autres personnes. Est-ce que c'est mal de ma part ? À vous de le dire. Le syndrome du délice. Le premier cas connu du syndrome de délice s'est produit à Bonn, en Allemagne, le 27 juin 2014. Les médias se sont bien sûr emparés de l'affaire en raison de la nature macabre et inquiétante de l'événement. Mais ils ont continué à suivre l'histoire en raison de l'étrangeté qui s'est révélée au fur et à mesure que d'autres détails apparaissaient. Ce jour-là, la police a d'abord répondu à un rapport indiquant qu'une foule avait attaqué et gravement blessé une personne dans une rue secondaire d'un quartier commerçant. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, ils ont été choqués par ce qu'ils ont trouvé. Plus d'une douzaine de personnes étaient éparpillées sur un large trottoir et se trouvaient dans un état de choc plus ou moins avancé. Elles étaient toutes couvertes de sang, sur leurs chemises, leurs bras, leurs visages et surtout sur leurs mains et autour de leur bouche. Certains pleuraient ouvertement, d'autres étaient catatoniques et quelques-uns semblaient essayer de se faire vomir en s'enfonçant les doigts dans la gorge. Mais ce n'est pas l'aspect le plus troublant de la scène. Un cadavre humain gisait à peu près au centre du groupe assemblé, bien que cela n'ait pas été immédiatement évident. Le corps était en lambeaux, la cage thoracique déchirée, la majeure partie du visage déchiquetée, et plusieurs membres mutilés et cassés, le bras droit ayant été séparé du reste du corps et traîné à plusieurs mètres de là. L'aspect le plus troublant de la victime, cependant, est la nature des blessures. Une inspection rapide a révélé que la plupart des blessures avaient été infligées par des dents humaines. Plusieurs témoins oculaires racontent plus tard la même histoire à la police. La victime marchait dans la rue, sans rien faire d'extraordinaire, lorsqu'elle s'est arrêtée pour vérifier l'horaire d'un bus.
C'est alors que plusieurs personnes qui passaient à côté d'elle se sont soudainement arrêtées et ont porté leur attention sur l'homme, qui semblait ignorer cette attention soudaine. Quelques instants plus tard, les témoins affirment que les passants se sont jetés sur l'homme, le faisant tomber et le déchirant à coups de dents et d'ongles. Les agresseurs ont poussé des grognements bestiaux en déchirant l'homme, certains arrachant la chair avec leurs dents et la mangeant, tandis que d'autres introduisaient de grosses poignées d'organes dans leur bouche et les dévoraient. Le récit de plusieurs clients d'un magasin de chaussures situé juste en face du lieu de l'attaque est de loin l'aspect le plus troublant. L'un d'eux avait quitté une boutique voisine en criant et en brandissant un long tuyau en direction des assaillants pour les faire fuir. Mais lorsqu'il est arrivé à quelques mètres de l'attaque, il s'est soudainement arrêté comme s'il était étourdi. Quelques secondes plus tard, il a lâché son arme et s'est joint aux agresseurs pour démembrer sauvagement l'homme. Mais ce qui a le plus surpris la police, c'est le comportement des agresseurs après l'attaque. Alors que l'attaque durait depuis plus d'1 minute, les agresseurs se sont soudainement arrêtés. Certains témoins ont dit qu'ils semblaient reprendre leurs esprits. Puis ils se sont mis à crier. Plusieurs d'entre eux se sont éloignés du corps en vomissant, tandis que d'autres se sont simplement écroulés et sont devenus catatoniques. L'un des agresseurs, une femme âgée, a perdu connaissance et est décédé plus tard d'un arrêt cardiaque. La police a rassemblé tous les agresseurs et les a emmenés au poste de police. Plusieurs heures d'interrogatoire et d'enquête de fond ne feront qu'approfondir le mystère. Ces personnes étaient toutes de parfaits inconnus, sans autre lien que leur proximité avec la victime au moment de l'agression. Ils étaient pour la plupart cohérents à présent, et aussi cohérents qu'on pouvait s'y attendre compte tenu des circonstances. La plupart manifestaient un profond dégoût pour ce qu'ils avaient fait, mais ne pouvaient expliquer correctement ce qui s'était passé, se contentant de dire qu'ils avaient été pris d'une envie incontrôlable d'attaquer et de dévorer l'homme, et que sa chair avait eu un goût délicieux pour eux, jusqu'à ce qu'ils reprennent le contrôle d'eux-mêmes. C'est ainsi que les enquêteurs ont surnommé ce syndrome « délice ». Finalement, ils ont tous été discrètement envoyés dans des institutions psychiatriques pour traiter leur psychose temporaire. Les médias ont émis de nombreuses hypothèses sur l'attentat. Un gang de tueurs à sensation, une secte secrète de cannibales, un coup de marketing viral pour un nouveau film de zombies et d'autres théories ont circulé pendant la majeure partie des semaines qui ont suivi, jusqu'à la deuxième attaque. Celle-ci s'est produite dans un petit village de Chine et a impliqué cette fois plusieurs personnes dans un marché de rue qui ont attaqué et dévoré un vendeur dont ils s'étaient approchés de l'étal. Le même schéma a été décrit. Les personnes se figeant soudainement avant d'attaquer l'homme, la même attaque sanglante et la même cessation soudaine des hostilités suivies de l'horreur de la part des attaquants. Les médias gouvernementaux se sont empressés d'étouffer l'affaire, bien que des informations aient été diffusées par les canaux habituels de l'Internet. À ce stade, plusieurs agences multinationales se sont impliquées, cherchant un modèle dans les attaques. Le principal suspect étant une secte religieuse inconnue ou un horrible cartel de la drogue. Ce n'est qu'au 3e attentat, 10 jours plus tard, que la véritable nature des attaques a commencé à être découverte. Le 3e incident enregistré s'est produit à Londres, dans une partie très surveillée du centre-ville. Les images de l'attaque, qui ont fini par être diffusées sur Internet, montrent le même schéma d'attaque que les 2 incidents précédents. Mais cette fois-ci, une série d'événements vont permettre de mieux comprendre la véritable nature des incidents. L'agression s'est produite le long d'une rue très fréquentée, et cette fois, la victime, un jeune homme en excellente santé, a réussi à se libérer de ses agresseurs et à s'enfuir dans la rue. Ses agresseurs l'ont poursuivi, mais l'homme et ceux qui le suivaient de près ont été heurtés par un bus alors qu'ils s'engageaient dans une voie réservée aux autobus. Ceux qui les suivaient se sont arrêtés quelques instants après le choc et ont traîné leur victime plusieurs mètres plus loin sur la route, ce qui a semblé relâcher l'emprise sur ceux qui les avaient envahis et leur a permis de reprendre leurs esprits, même s'ils étaient manifestement en état de choc. Le jeune homme a apparemment été tué au moment où le bus l'a heurté. Ces images
et l'autopsie qui s'ensuivit allait permettre de découvrir l'horrible vérité qui se cachait derrière ces incidents. L'autopsie du corps, accompagnée d'une analyse chimique, a révélé la présence d'une substance chimique inconnue dans le corps du jeune homme. Ce produit chimique était présent dans tout le corps, mais surtout dans le sang et sur la peau du défunt. Il s'agissait d'un composé d'hydrocarbures aromatiques inconnu jusqu'alors, produit par le système glandulaire de son corps. Ce produit chimique commence alors à s'échapper de la personne, se répand dans l'air et pénètre dans les personnes environnantes par les muqueuses du nez et de la bouche, pour finalement s'accumuler dans les nerfs olfactifs et les nerfs crâniens. À une concentration suffisamment élevée, les hydrocarbures commencent à provoquer une sorte de court-circuit dans les nerfs. Il s'ensuit une cascade de réactions neurologiques qui suralimentent la partie du cerveau associée à la faim, submergeant rapidement l'esprit conscient, bannissant toute pensée supérieure et provoquant un état animal où il faut dévorer la source de l'odeur. L'hydrocarbure lui-même était instable, et dès qu'il entrait en contact avec l'air, il commençait à se décomposer. C'est ce qui a limité le rayon d'action des attaquants. Cela expliquait également pourquoi ils avaient cessé leur attaque après la mort de la victime, car en exposant les mécanismes internes du corps, le produit chimique serait exposé à l'air sans aucune source de réapprovisionnement, ce qui le ferait se disperser et relâcher son emprise. Le produit chimique n'a pu être détecté chez la victime de l'accident qu'en raison des circonstances de sa mort. Au moment où les spectateurs stupéfaits se sont précipités pour l'aider, il était déjà décédé. Le produit chimique présent dans son sang et sur sa peau avait suffisamment diminué pour ne pas affecter ce qui s'approchait du corps. Cependant, l'arrêt des fonctions vitales n'étant pas dû à la consommation de ces organes par d'autres humains, il restait suffisamment de tissu pour prélever des échantillons et trouver des traces du produit chimique. Il va sans dire que les gouvernements du monde entier se sont empressés de garder ces découvertes secrètes. Ils ont commencé à chercher une source à la modification du système glandulaire. Le bioterrorisme a été suspecté, et dans le monde entier, les agences de renseignement ont fait des heures supplémentaires pour essayer de trouver des signes indiquant que la maladie avait été fabriquée par la bande de voyous habituels. Les chercheurs ont travaillé fébrilement pour essayer de trouver un vecteur alimentaire ou aérien, mais sans grand succès. Les incidents ont continué à se produire, mais leur fréquence ne s'est pas accélérée et aucun point commun géographique n'est apparu. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2015 que la réponse est enfin apparue. Au début de l'année 2014, les astronomes ont commencé à enregistrer une explosion inhabituelle de particules subatomiques provenant de l'espace lointain. Ces particules n'avaient pas de source claire et n'étaient pas particulièrement abondantes. Mais elles ont fait parler d'elles pour leur bizarrerie et le peu de connaissances dont nous disposons sur les particules subatomiques. Les chercheurs ont continué à recueillir des données sur ces particules, mais en septembre 2015, un chercheur du gouvernement espagnol a remarqué une corrélation entre ces rafales et les attentats. Les rafales étant enregistrées dans la zone générale où les victimes s'étaient rendues quelques heures avant l'attentat. Des études ont révélé que ces particules, en passant par le cerveau humain, déclencheraient le processus d'altération du système glandulaire humain. Cette information a suscité une vague d'activité de la part des gouvernements du monde entier. En février 2016, ils ont annoncé au monde entier l'existence du syndrome du délice et sa cause, et ont assuré aux citoyens du monde qu'ils travaillaient à une solution. En attendant, ils ont conseillé aux gens de porter des dispositifs de filtrage de l'air lorsqu'ils se déplacent en public, et de porter des dispositifs nouvellement conçus qui détecteraient le moment où le corps commence à émettre l'hydrocarbure afin que l'on puisse se rendre à l'hôpital pour y être isolé. Mais c'est là que les problèmes ont commencé. Il est rapidement apparu, grâce à des tests effectués sur des victimes ayant réussi à s'isoler avant qu'il ne soit trop tard, que les altérations de leurs glandes ne pouvaient être inversées sans provoquer des réactions fatales dans le corps humain. De plus, les particules de haute énergie se sont avérées impossibles à bloquer
sans des matériaux extrêmement coûteux et difficiles à produire. Plusieurs années d'expérimentation infructueuse n'ont pas pu changer ces deux facteurs, et les rafales n'ont montré aucun signe d'arrêt. Certains ont suggéré de développer davantage le système de détection des particules, mais il a finalement été décidé que cela n'en valait pas la peine, car savoir que cela s'était produit revenait à fermer la porte de la grange une fois que les chevaux étaient sortis. L'une des rares bonnes nouvelles est qu'il ne montre pas non plus de signes d'augmentation. Entre-temps, les gouvernements ont commencé à promulguer des lois sur les respirateurs obligatoires afin de prévenir les attaques, mais ces lois ont été accueillies avec une résistance surprenante. Après tout, les chances qu'une personne donnée soit exposée à une personne présentant le pic du syndrome du délice étaient très faibles, moins de 1% de 1% de 1% au cours de la vie d'une personne donnée, moins que les chances d'être frappé par la foudre, comme l'a prouvé un célèbre statisticien. Les lois ont donc fini par être abrogées, remplacées dans un premier temps par des campagnes, jusqu'à ce qu'elles soient finalement supprimées. En outre, on a fait valoir qu'il était injuste de punir les auteurs de ces attaques, puisqu'ils avaient été submergés par le produit chimique étranger présent dans leur corps et n'avaient pas pu résister. Rapidement, des lois ont commencé à apparaître, faisant du syndrome du délice une défense acceptable devant les tribunaux, et les agresseurs recevaient souvent une aide gouvernementale pour les aider à se remettre du traumatisme de l'agression. Tout cela s'est passé il y a des années. Et ici, maintenant, en 2037, nous n'y pensons pas trop. C'est un peu comme se faire renverser par une voiture ou se faire attaquer par un animal sauvage. C'est juste quelque chose qui peut arriver. Oh, nous avons pris des mesures en tant que société pour y faire face. Dès leur plus jeune âge, les jeunes enfants sont sensibilisés à cette maladie dans le cadre des cours de santé, afin de leur inculquer les outils nécessaires pour éviter d'en être traumatisés. Ils apprennent ce que serait la sensation de faim, et que scientifiquement, ce n'est pas différent de manger de la viande crue. Ces programmes, en place depuis 2029, ont été conçus par des experts et se sont révélés très efficaces pour éviter les dommages psychologiques à long terme. Après tout, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Nous ne surveillons même plus vraiment les rafales. Nous effectuons juste quelques contrôles ponctuels, juste pour confirmer qu'elles se produisent toujours. La semaine dernière, cependant, une nouvelle a commencé à circuler sur Internet à propos d'une attaque à New York. 2 adolescents ont attaqué un sans-abri dans une ruelle et ont dévoré une grande partie de son corps. Ils sont passés devant le détecteur de mensonges en déclarant qu'ils avaient été pris d'une énorme envie de manger et que la personne qu'ils ont tuée avait l'air délicieux. Cependant, il en restait suffisamment pour effectuer un test du composé du délice. Apparemment, aucun signe du syndrome n'a été trouvé dans le corps de la victime. Les attaques ont été plus nombreuses cette année, et il s'avère que la plupart des agresseurs étaient des adolescents ou des jeunes. Tous ont déclaré avoir été pris d'une envie irrésistible de manger une personne, parce qu'elle avait tout simplement l'air délicieuse.